Chers amis philosophes, sinologues, politologues, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer notre méditation sur l'avènement de ce socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et ses fondements philosophiques. Parlons de philosophie militaire et de Machiavel et de Spinoza. Au cours des 20 dernières années, l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent ont voté une dizaine de lois sur l'édification de l'armée. Elles portaient sur la défense nationale, le service militaire, la protection des installations militaires, la défense antiaérienne, les officiers de réserve et les actifs. Le Conseil des affaires de l'État et la Commission militaire centrale ont écrit conjointement plus de 40 codes administratifs militaires et la Commission militaire centrale en a écrit de son côté plus de 70. Je tire ces informations pour ceux qui voudraient y réfléchir aussi d'un ouvrage de Ying Zongqing qui s'intitule « Le système politique chinois », que je vous conseille volontiers puisqu'il est écrit en français, paru en 2015. Ce fut une période de réforme active, donc, ces 20 dernières années. À l'heure actuelle, notre pays, dit Ying Zongqing, se trouve dans une période clé. Ah, pardon, ce n'est pas Ying Zongqing, ça c'est Xi Jinping lui-même, qui, dans un discours de 2015 aussi, du 24 novembre 2015, page 506 du tome 2 de la gouvernance de la Chine, donc dans le chapitre qui est consacré aux questions militaires, Xi Jinping disait qu'à l'heure actuelle, notre pays se trouve à une période clé de passage d'une grande nation à une nation puissante. Donc ces notions de grandeur et de puissance aujourd'hui, dans ce texte, dans cette petite conférence, je vais m'efforcer de les distinguer et de leur donner du contenu. Xi Jinping ajoute: et l'édification de notre défense nationale et de notre armée, elle, passe à un nouveau point de départ historique. Voilà, nous sommes effectivement avec Xi Jinping, bon, je ne cesse de le dire, nous ne sommes pas simplement dans la continuité de Jiang Zemin et Hu Jintao, il se passe quelque chose de tout à fait singulier, donc même sur le plan militaire. L'essentiel de ces réformes consiste, selon Xi Jinping, finalement, en 3 points que je classerai comme ceci. Moderniser l'armée pour la maintenir en capacité de faire face ou de faire tout simplement une guerre technologique de type moderne. Deuxièmement, à permettre la réunification pacifique de la patrie, notamment en évitant une ingérence militaire américaine sur le sol taïwanais, qui serait un motif suffisant de conflit. L'ONU n'ayant jamais, rappelons-le encore, l'ONU n'ayant jamais démenti le principe d'une seule Chine, d'une Chine unique, depuis 1971. Bien. Troisièmement, à combattre l'hégémonisme et à sauvegarder la paix nationale, notamment en sécurisant les eaux territoriales et l'espace aérien chinois pour sécuriser globalement les nouvelles routes de la soie. Voilà, je crois, les 3 raisons principales qui motivent ce développement des forces militaires chinoises. Toute nation qui veut être souveraine doit disposer de forces armées autonomes, sans lesquelles cette souveraineté ne resterait qu'un mot. Or, la Chine
est l'un des rares pays rescapés de l'impérialisme colonial à être capable d'assurer sa sécurité nationale sans avoir à se placer sous la protection d'un pays avancé. Cela peut en effet générer des inquiétudes, mais il reste qu'il est raisonnable de se donner les moyens armés de la souveraineté à laquelle on prétend. Ce pouvoir militaire accru qui s'installe hors de ses frontières, à Djibouti, pour la première fois en 2017, ne fait pas plus de la Chine une puissance expansionniste que toutes les nations, dont la France, qui y ont aussi une base. L'absence de tout conflit armé depuis 1984, fin de la deuxième guerre sino-vietnamienne, et de toute déclaration d'intention hostile, l'absence de toute déclaration d'intention hostile, la proclamation sur la scène internationale même d'un projet pacifiste, ce projet d'une communauté de destin pour l'humanité, doit donc nuancer, je crois, le diagnostic alarmiste, le diagnostic de tous ceux qui s'alarment de la croissance du budget militaire chinois. Il est raisonnable d'y reconnaître simplement la volonté de se doter d'un pouvoir effectif, de préserver ses intérêts vitaux. Nous pourrions en rester là si tant de commentateurs ne s'interrogeaient sur la stratégie de conquête que ce développement militaire est censé dissimuler. Nous aimerions démontrer, j'aimerais démontrer qu'une telle interprétation est tributaire de présupposés de type machiavélien qu'on peut toujours imputer à Xi Jinping, mais qui se réduisent finalement en procès d'intention qu'on ne peut raisonnablement prouver. L'interprétation machiavélienne de la politique militaire chinoise se fonde sur la définition de la politique comme un art d'acquérir et de conserver le pouvoir, cette acquisition étant pensée comme une nécessité. Vous vous souvenez, chez Machiavel lui-même, je vous renvoie ici à son discours sur la première décade de Tite-Live en 2.19. Pierre Manant, commentateur de Machiavel, ajoute à ce point essentiel de l'œuvre de Machiavel ce commentaire, je le cite, « Présent dès la première ligne de la dédicace, dès le titre du premier chapitre du Prince, le verbe acquistare, sous toutes ses formes actives et passives, parfois remplacées par le verbe occupare, fournit la base continue de l'œuvre de Machiavel. » Fin de citation. Vous trouvez ça donc dans un commentaire de Machiavel, commentaire de Pierre Manant, que je recommande aussi, l'enquête sur la démocratie, texte de Pierre Manant, dont je citais ici la page 292. Enquête sur la démocratie, page 292. Pierre Manant est aussi l'auteur de l'article Machiavel dans le dictionnaire de philosophie politique de Philippe Reynaud. Bien. Donc c'est un spécialiste grand lecteur de Machiavel. Bon, selon notre hypothèse, de lecture, selon notre hypothèse de lecture de la doctrine Xi, comme nous l'avons développé plus haut, ce n'est pas le pouvoir qui focalise la politique chinoise, mais la puissance. Ce n'est pas une politique du pouvoir, comme je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, mais la puissance qui préoccupe Xi Jinping. Donc une philosophie du pouvoir contre une philosophie de la puissance, c'est vraiment un leitmotiv de une distinction que je mobilise
et que je précise à tout bout de champ. Et loin de vouloir imiter l'expansionnisme occidental de la période dont le préambule de la Constitution de 1982 entretient le souvenir, hein, sous la forme d'une menace dont le peuple chinois doit se prévenir, Xi Jinping ne cesse de mettre en garde les institutions internationales contre les formes recyclées et modernisées de cet hégémonisme, de cet expansionnisme, de cet impérialisme qui a si bien caractérisé la modernité occidentale. Nous devons donc, quant à nous, prendre des précautions dans la lecture des discours de Xi Jinping, c'est-à-dire, puisque Xi Jinping cite les légistes, mettre en garde contre les interprétations simplificatrices des légistes à partir d'un Machiavel qui est souvent lui-même, il faut bien le dire, diabolisé. Jean Lévy, que vous connaissez peut-être, qui est l'auteur d'une traduction autorisée et comment du Tao du Prince, bon, je crois qu'on peut lui reconnaître la qualité en termes de traduction de sa traduction du Tao du Prince de Ranfei-Tzu. Mais sa caractérisation dans son introduction de Ranfei-Tzu comme un Machiavel chinois est une trahison évidente, si vous voulez. Si Machiavel et Ranfei-Tzu ont en commun de s'interroger sur les manières d'acquérir effectivement et d'exercer le pouvoir en mobilisant pour illustrer leurs propos des exemples empruntés à l'histoire, on aurait tort, je crois, de croire que cela suffit à faire de celui-ci, c'est-à-dire de Ranfei-Tzu, la version chinoise de Machiavel. Deux raisons, au moins, permettent de les opposer. D'abord, Ranfei-Tzu s'adosse à une métaphysique taoïste, et qu'il l'ait comprise ou non, puisqu'il y a débat là-dessus, mais passons, qu'il ait trahi ou simplement interprété cette métaphysique taoïste, il est clair qu'il y a pour lui un Tao, c'est-à-dire un ordre du monde. Il est en outre clair pour lui que l'artifice de la pratique la plus efficace, la pratique politique la plus efficace l'artifice de la pratique politique la plus efficace sera celui qui sera capable d'épouser et d'exploiter les lois de ce Tao. Tandis que Machiavel n'a besoin, quant à lui, d'aucune métaphysique. Et il se contente d'exhorter l'homme fort, l'homme de la virtu, à saisir sa chance dans un monde de hasard, à se battre, je le cite, je cite Machiavel, à se battre et à bousculer la fortuna. Les expressions de hasard et de se battre et bousculer la fortune sont des expressions qu'on trouve chez Machiavel. Discours 1, 2, par exemple. Donc vous voyez, déjà un dispositif théorique différent, aboutissant à une conception de la pratique radicalement différente. Deuxième raison de distinguer Ranfei-Tzu de Machiavel, la vertu du prince légiste n'est pas la virtu du prince machiavélien. Si pour Machiavel la fin, le but, la prise de pouvoir, justifie les moyens, alors la morale, vous le savez, chez Machiavel, doit pouvoir être transgressée. Mais la fin légiste de la politique est de maintenir le monde en ordre. Et l'action du prince doit y intégrer la morale comme moyen utile. Tandis que Machiavel, donc là vous voyez la différence, elle est radicale, elle est absolument essentielle.
tandis que Machiavel invite le prince à jouer des apparences, en renard, si c'est utile, pour reprendre une métaphore machiavélienne. Ranfetze invite au contraire le prince lui-même à respecter la loi. Chez Ranfetze, le prince n'est qu'un instrument au service de la loi. Le prince doit écarter tout intérêt personnel. Le prince est invité à ne viser que la pacification du monde au moyen du Tao, hein, chez Ranfetze. Donc, vous voyez la radicale différence qui sépare les deux auteurs. Qu'il ne lui faille pas se laisser arrêter par l'apparente moralité, je parle du prince de Ranfetze, qu'il ne lui faille pas se laisser arrêter par l'apparente immoralité d'une sévérité implacable, indispensable à l'efficace de la loi, ne signifie nullement que Ranfetze relativise l'immoralité, mais seulement que le prince ne doit pas, hein, c'est ça le sens du discours de Ranfetze, qui est à tort, je crois, trop vite lu et trop, même par Jean Lévy lui-même, et trop vite confondu avec Machiavel. Il ne doit pas s'interdire une violence contre les adversaires ou les récalcitrants qui en useront contre lui. C'est tout ce que dit Ranfetze. La différence est subtile, manifestement, puisqu'elle a échappé à beaucoup de commentateurs, mais sous cet angle, elle apparaît bien réelle. Machiavel défend un relativisme moral absolu au service d'un pragmatisme, de l'ambition individuelle. Ranfetze défend l'idée d'un ordre naturel absolu auquel morale personnelle et stratégie doivent constamment s'ajuster. Et, pour le dire encore autrement, Machiavel est un penseur du pouvoir du prince, c'est-à-dire un penseur de sa force d'empêcher et de contraindre. Tandis que Ranfetze est un penseur de la puissance de la loi en l'occurrence, c'est-à-dire un penseur de la force d'exister, à laquelle les actions du prince doivent adéquatement s'ajuster. Cependant, une lecture plus attentive de Machiavel, je voudrais aller plus loin dans la lecture de Machiavel et, pour ainsi dire, avec Pierre Manant, sauver un petit peu Machiavel de Machiavel ou sauver Machiavel des lectures un petit peu simplificatrices qu'en font beaucoup trop de commentaires. Et une lecture plus attentive de Machiavel n'exclut pas, pour penser précisément la politique chinoise en termes de pouvoir, qu'on puisse avoir recours à lui, avoir recours à Machiavel. Et je crois que la distinction des humeurs du peuple et des humeurs des grands, cette distinction me semble utile. On la trouve au chapitre 9 du Prince. L'humeur des grands, dit Machiavel, est un grand désir de dominer. Et c'est bien cet hégémonisme que dénonce, n'est-ce pas, le préambule de la Constitution chinoise de 1982, tandis que l'humeur des peuples de Machiavel, cette humeur des peuples, plus honnête, dit Machiavel lui-même, est seulement un désir de n'être pas dominé. Donc une distinction très intéressante ici chez Machiavel entre le désir de dominer et le désir de ne pas être dominé. Aux ambitions hégémoniques des grands, Machiavel oppose donc
un désir de liberté. Au désir de liberté, qui est un désir d'hégémonie des grands, Machiavel oppose un désir de liberté, qui est un désir de liberté des peuples, qui est un désir d'indépendance, de tranquillité. Le peuple, les petites gens, vous et moi, nous voulons simplement vivre en paix. Pierre Manant trouve au chapitre 5 des discours une explication de cette honnêteté des peuples. Le peuple a plus grande volonté de vivre libre, puisqu'il n'a guère d'espérance d'occuper le pouvoir, et ne pouvant l'occuper, il n'aime pas que d'autres l'occupent. Tel est son amour de la liberté. Ici, nous lisons chez Machiavel un sens de la liberté qui complète utilement celui que lui donne, je crois, que lui donnera, que peut lui donner, enfin j'en fais l'hypothèse, le socialisme à la chinoise, la liberté comme paix ou tranquillité. Cette aise du peuple, cette aise du peuple chinois, ce n'est rien d'autre que sa souveraineté, vue du point de vue du peuple. Mais la définir ainsi est utile, je crois, pour en saisir l'intention, la comprendre de l'intérieur et limiter les procès d'intention qui veulent surtout y voir un risque et une menace. Chez les commentateurs occidentaux. Cette discussion de Machiavel pourrait être précisée, car il n'est pas sûr qu'on puisse en faire un usage prolongé dans le cadre de la doctrine Si, bien sûr. Il est même sûr qu'on ne pourra pas l'y invoquer pour opposer le peuple chinois à ses dirigeants, car on dirait alors que ces gouvernants, cela reviendrait alors à dire que ces gouvernants exercent une domination et menacent constamment d'empiéter sur les aises de son propre peuple, qui se retrouverait dans la position d'un peuple dominé, opprimé. Une telle relation de pouvoir ou de domination, caractérisée par une fracture sociale entre un peuple et ses gouvernants ou ses élites, ne décrirait qu'un socialisme dégénéré, c'est-à-dire effectivement tout le contraire de la relation collective empathique et pro-contributive que la doctrine Si encourage en vue d'une politique de la puissance, de ce qui nous est apparu au fil de la lecture de ces discours comme une politique de la puissance par opposition donc à cette politique du pouvoir que j'évoquais. Bon, on regrettera de ne pas trouver pareille lecture de Machiavel chez les sinologues qui évoquent Machiavel en le réduisant à un repoussoir. Mais allons encore un peu plus loin. Même si, d'un point de vue socialiste, l'importance que Machiavel accorde à la force armée est surévaluée, on peut reconnaître au penseur florentin le mérite d'avoir pensé la positivité du pouvoir dans son rapport à la puissance de la loi, contribution utile à une philosophie de la souveraineté. Machiavel écrit aussi, je le cite, il est beaucoup plus subtil que vous voyez que ce qu'on veut bien en faire, que ce à quoi on le réduit. Machiavel écrit, pour penser les rapports entre la force et la loi, il ne peut y avoir de bonnes lois où il n'y a pas de bonnes armes. Et là où il y a de bonnes armes, il y a naturellement de bonnes lois. C'est subtil. Hobbes le dira plus tard autrement. Words without swords are not but words.
c'est-à-dire en français, paroles sans le sabre ne sont que palabres. L'adjectif bonne, ici, chez Machiavel, doit attirer notre attention. Il a son utilité. Il signifie que toute force n'est pas bonne, contrairement à l'idée selon laquelle la fin justifierait toujours les moyens. Toute force, non, chez Machiavel lui-même, toute force n'est pas bonne et ne suffit pas à faire une bonne loi, à donner autorité à la loi. Car s'il vaut mieux être aimé que craint, le chapitre 19 du Prince nous rappelle que le prince doit aussi se garder intelligemment de se faire haïr, d'être méprisé, ou d'inciter le peuple à le mépriser. Une intelligence pratique des motifs susceptibles de pousser ces sujets à la révolte tient lieu de morale immanente au prince, chez Machiavel lui-même. Une certaine empathie est donc indispensable au pouvoir qui veut perdurer, si on ne veut pas être obligé d'en utiliser toujours davantage et risquer finalement de tout perdre. Rien de plus dangereux qu'un peuple qui se met à croire qu'il a plus de chances de sauver sa vie en la risquant dans la révolte qu'en obéissant aux pouvoirs installés. Une lecture approfondie de Machiavel montre donc que tout usage de la force n'est pas adéquat à la conservation intelligente du pouvoir, ou que la conservation du pouvoir, je le redis encore une fois, n'est pas une fin qui justifie tous les moyens. Machiavel est sans doute le penseur d'une fracture sociale qui condamne la politique à une quête du pouvoir, dont la crainte inspirée par ses dirigeants sur ces sujets est le moyen, mais vous voyez qu'il y a là les germes d'une autre philosophie. Et il nous semble, donc en Machiavel lui-même, il y a les germes d'une autre philosophie. Et il nous semble que Spinoza, c'est Spinoza qui a développé l'intuition machiavélienne d'une possibilité et d'une nécessité de dépasser cette conception de la politique. Cette conception de la politique comme politique du pouvoir qui est en réalité intenable en pratique, qui doit être dépassée parce qu'elle est intenable en pratique. Tous les pouvoirs ne sont pas également efficaces. Les pouvoirs les plus violents ne durent pas. Et cela doit résonner avec le propos de Hobbes que nous citions plus haut dans nos analyses de Hobbes, où Hobbes disait que la tyrannie, c'est un mythe inventé par les universitaires, qu'en réalité, historiquement, la tyrannie, ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que les tyrannies, quand elles émergent, quand elles apparaissent, ne parviennent pas à durer. Alors elles font parfois des ravages, des dégâts absolument regrettables, nous sommes d'accord. Pensons à Hitler par exemple. Ça n'a pas duré, ça ne pouvait pas durer. Il fallait donc... je reviens à Spinoza, lecteur de Machiavel, qui devait donc convertir cette philosophie du pouvoir et la pensée machiavélienne d'une politique du pouvoir en une politique de la puissance. Un concept qui va prendre, vous le savez, une importance absolument essentielle dans la pensée de Spinoza, pas seulement dans sa pensée politique, mais aussi dans sa philosophie, dans sa métaphysique tout court. Je m'en suis déjà expliqué, mais Spinoza est le philosophe de cette conversion, il est le philosophe de cette
imperium par excellence, pour l'appeler par le nom qu'il lui donne dans le traité théologico-politique, chapitre 17. L'imperium, c'est-à-dire la puissance publique. Spinoza est le philosophe de cette puissance publique par excellence, puisque, donc, vous l'avez bien compris, toutes les manières pour la puissance publique d'exercer son pouvoir au moyen de ses forces armées ou policières, toutes ces puissances publiques ne se valent pas. Il y a une puissance publique par excellence, nous dit Spinoza, c'est-à-dire un mode de gouvernement qui incite chacun à contribuer de toute sa force au projet commun, notamment en dépassant. Alors, c'est ce qu'essaie de faire Spinoza. Il essaie de dépasser l'idée d'un gouvernement par la crainte et la soumission, par un type de gouvernance qui en appelle à l'initiative et au consentement de tous. Ici, je me permets de reprendre la distinction entre gouvernement et gouvernance. Rappelons que le terme de gouvernance s'oppose au terme de gouvernement. Gouvernance, c'est la forme affaiblie, formée à partir du participe présent du verbe gouverner. Or, il s'agit justement d'affaiblir la dimension du commandement pour faire place au consentement. Et je crois que cela justifie aussi en français la traduction des 2 tomes des discours de Xi Jinping, traduit en français par la gouvernance de la Chine, et non pas le gouvernement. Bien, ça c'est une distinction subtile, mais il y a des discussions dans les milieux du management, vous savez, sur la distinction entre gouvernement et gouvernance, et donc j'invite à donner à cette distinction tout le poids qu'elle mérite, nonobstant le fait, si vous voulez, que certains philosophes tirent sur cette distinction à boulet rouge. Je pense notamment à Alain Deneau dans ses réflexions, par ailleurs, je dirais, excusez-moi de le juger, mais pertinentes et profondes. Les réflexions d'Alain Deneau sont pertinentes et profondes sur cette inflexion et sur cet usage très souvent abusif du concept de gouvernance, mais je crois qu'il est pertinent ici pour qualifier l'inflexion de la politique chinoise vers une politique de la puissance, c'est-à-dire vers une façon de pratiquer la politique qui insiste moins sur le commandement que sur le consentement. Bon, c'est mon hypothèse de lecture et je crois qu'elle justifie le terme de gouvernance. Je ferme cette parenthèse. Voici comment Spinoza reformule le problème et sa solution au chapitre 17 du traité théologico-politique que j'évoquais tout à l'heure. Donc je crois qu'il est utile de relire ce passage que commente Étienne Balibar dans Spinoza Politique, qu'il cite in extenso en latin et en français. Je crois que c'est vraiment un texte central de Spinoza, qui dit ceci. Et j'estime que cela, l'expérience l'enseigne avec évidence, car jamais des hommes n'ont cédé sur leurs droits et n'ont fait abandon de leur puissance à autrui, au point de n'être plus à craindre pour ceux-là même qui avaient reçu d'eux leurs droits et leur puissance, et que l'État ne soit plus mis en danger par ses propres citoyens. Le pouvoir de l'État ne se limite pas aux actions qu'il est possible d'imposer aux hommes par la crainte, mais s'étend, en général, à tous les moyens grâce auxquels il peut faire en sorte qu'ils obéissent à ses ordres. De ce qu'un homme fait quelque chose de sa propre initiative, il ne faut pas en conclure aussitôt qu'il agit
par son propre droit et non par celui de l'État, car qu'il s'oblige à éviter le mal par amour ou qu'il y soit contraint par la peur, c'est toujours de sa propre initiative et par une décision personnelle qu'il agit. D'où il résulte, avec la plus grande évidence, que l'obéissance ne concerne pas tant l'action extérieure que l'action interne de l'âme. De sorte que la soumission au pouvoir politique d'un autre est la plus grande chez celui qui décide d'obéir à tous ces ordres de son âme, et que l'imperium, je ne traduis pas ici imperium, il faudrait traduire par puissance, mais je ne traduis pas parce que Balibar traduit par pouvoir. Donc je préfère revenir au terme latin, mais pour moi il est évident qu'ici imperium doit être traduit par puissance, puissance publique, et l'imperium appartient par excellence au prince qui règne sur les âmes de ses sujets. Fin de citation. Spinoza ne nous explique-t-il pas ici comment Machiavel dépasse Machiavel? Ne nous explique-t-il pas ici comment finalement Machiavel nuance Machiavel? Machiavel n'est pas cité dans ce texte, bien sûr, mais j'y vois personnellement le commentaire et le moment où, le commentaire de Machiavel et le moment où Spinoza dépasse, pour ainsi dire, Machiavel, c'est-à-dire dépasse une politique du pouvoir vers une politique de la puissance. Il développe, en faisant intervenir la distinction originale de la puissance, potentia, avec toutes les formes du pouvoir, potestas, la nécessité rationnelle d'un dépassement d'une politique du pouvoir, je le redis encore, vers une politique de la puissance. Je le dis encore différemment, d'un gouvernement par la crainte vers une gouvernance par la contribution, ou pour le dire encore plus simplement, un dépassement, mais en termes spinozistes, un dépassement des passions tristes et de la dissuasion par une politique de la joie, des passions actives et de la joie en particulier, et de l'incitation, donc incitation contre dissuasion. Dire que cette nécessité est rationnelle, qu'il y a une nécessité rationnelle à dépasser cette politique du pouvoir pour aller vers une politique de la puissance, dire que cette nécessité rationnelle, c'est dire que cette politique de la puissance est tout simplement mieux fondée, qu'elle est plus profitable et qu'elle sera mieux reçue, mieux accueillie par le peuple, et donc plus durable. Voilà, en conclusion, même si le développement chinois des forces militaires doit toujours se comprendre comme une entreprise de pouvoir, puisque l'armée, nous sommes d'accord, vise toujours à empêcher ou contraindre, sans consentement, sans considération du consentement. Nous avons essayé de montrer, j'ai essayé de montrer que les références de Xi Jinping à Ranfeizi, abusivement confondues par les commentateurs avec un Machiavel chinois, et une relecture finalement dans la foulée, une relecture plus approfondie de Machiavel lui-même, ne justifiait pas les inquiétudes que l'imagination échafaude à leur sujet. Que le pouvoir de la force soit indispensable à l'effectivité de la puissance ne signifie pas que la puissance puisse être réduite in fine à ce pouvoir. Qu'un pouvoir se constitue pour sécuriser l'essor de la puissance à ses frontières ou même au-delà, pour la Chine par exemple, sur les routes de la soie. Cela ne suffit pas à conclure que ce pouvoir constituerait, si vous voulez, la raison ultime de cette puissance. J'ajouterai qu'à l'aube de la modernité, quand Machiavel
distinguer les humeurs des grands à celles des peuples, quand il distinguait donc la liberté de dominer et celle de vivre en paix et à sa guise, il montrait qu'il avait produit avec son prince et ses discours autre chose qu'un manuel de domination à l'usage des tyrans. Il montrait qu'il avait vu un petit peu plus loin, qu'il avait perçu, comme par anticipation, toute l'ambiguïté qui traverse la modernité, toute l'ambiguïté de la liberté, séduisante sous l'aspect de la défense des libertés individuelles, mais terriblement encline à justifier l'hégémonisme. Tout le mérite de Spinoza est, je crois, sans doute, en tout cas, j'en fais l'hypothèse, de nous avoir expliqué en quoi. En prolongeant cette philosophie du pouvoir par une philosophie de la puissance. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites du socialisme à la chinoise, qu'il s'inspire de Spinoza expressément ou pas, finalement, peu importe, et nous ne le saurons pas puisque nous n'avons pas accès aux secrets des débats qui ont lieu dans les couloirs, dans les arcanes du Parti communiste chinois, mais ce n'est pas l'un des moindres mérites du socialisme à la chinoise, qu'il s'inspire expressément de Spinoza ou pas, que de proposer aux nations de continuer une méditation politique sur ce sujet et d'en tirer peut-être enfin les leçons. Continuer une méditation politique sur cette distinction de la puissance et du pouvoir afin d'en tirer, j'espère, peut-être un jour les leçons. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos méditations sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Belle journée à tous et à très bientôt.